Bonjour à tous, je suis content de parler après une juriste parce que le génocide est et demeure une infraction au droit pénal international. Cependant, le génocide est d'une telle complexité, le crime de génocide est d'une telle complexité qu'il requiert souvent, pour en comprendre la nature profonde, l'appel aux autres disciplines et en particulier à l'histoire. Donc, revenons sur la première définition du crime de génocide. La Convention de 1948 insiste sur la prévention et la répression du crime de génocide, certes. Mais l'idée centrale, après d'ailleurs l'introduction des premières infractions en 1948 au terme du procès de Nuremberg, est d'ajouter une nouvelle infraction et de penser à la répression du crime. Or, jusqu'à la fin du XXe siècle, le crime de génocide a véritablement voyagé sous le manteau de crime contre l'humanité. Seule l'imprescriptibilité a été précisée pour le crime contre l'humanité comme pour le crime de génocide. Donc, en dehors des conventions et adoptées pour les événements de l'ex-Yougoslavie et le génocide du Rwanda, il n'y a pas eu d'identification du génocide dans une convention en quelque sorte. Et la première répression pour crime de génocide à la fin du siècle est celle d'un obscur bourgmestre d'une province du Rwanda, et donc, en 1998 d'ailleurs, et la Cour pénale internationale, elle, n'envisage de punir des responsables de génocide ou autres crimes qu'après le début de la mise en action, c'est-à-dire au XXIe siècle. Donc, la répression n'a pas véritablement eu lieu au XXe siècle. Par contre, l'idée aurait pu être envisagée d'analyser plus profondément la prévention du crime de génocide. Or, cette prévention a totalement manqué. Pour comprendre pourquoi on n'a pas cherché à prévenir un crime de génocide ou ce type même de criminalité avant qu'il soit formulé comme tel, il faut comprendre que le génocide se produit au terme d'un processus génocidaire, au terme d'un enchaînement de causes et d'effets, et que le génocide n'est pas décidé au départ par un État criminel qui va, évidemment, quand il le pourra, perpétrer un génocide. C'est donc ce processus génocidaire, cet enchaînement des causes et des effets qu'il faut analyser pour savoir si l'on aurait pu prévenir le génocide. Les premiers chercheurs des Genocide Studies dans les années 80 ont été des lanceurs d'alerte. Ils expliquaient comment on aurait pu alerter de la menace. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, et c'est ce que nous avons fait au mémorial de la Shoah, en analysant ce processus génocidaire à partir de 3 événements qui sont indiscutablement reconnus comme génocides avérés, que sont, dans l'ordre chronologique, même avant que le mot génocide existe, le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman d'avril 1915 à décembre 1916, le génocide des Juifs d'Europe dans les zones occupées par les nazis de juillet 1941 à avril 1945, et enfin le génocide des Tutsis perpétré au Rwanda d'avril à juillet 1994. Il n'est pas question dans cette analyse de discuter des autres génocides. Bien entendu, il y a eu au XXe siècle d'autres génocides, et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le premier génocide du XXe siècle est donc celui qui a eu lieu dans l'Afrique allemande du Sud-Ouest contre les populations Herero et Inama. Donc, en nous basant sur 3 génocides avérés, c'est-à-dire avérés au-delà d'un doute raisonnable, ces 3 génocides, on peut analyser un processus génocidaire. Il n'est pas question non plus de dire lequel de ces 3 génocides est plus grave que l'autre. Ce sont des génocides. Ça suffit pour classer et définir
et analyser ce processus. Or, ce processus génocidaire est en fait une succession de causes et d'effets, et chacune entraînant l'autre, et à chacune de ces étapes, sauf à la dernière, je m'en expliquerai, il eût été possible d'éviter le génocide. C'est donc cette prévention du génocide qu'il faut penser et essayer d'analyser. Or, les étapes de cette prévention, de ce processus génocidaire, sont en fait assez claires. On peut les schématiser, mais elles sont assez claires pour ces 3 génocides. Je les résumerai avant d'analyser ce qui se passe dans chaque génocide. La première étape, elle est fondamentale. Elle se passe à la fin du XIXe siècle, dans ce que l'on a pu appeler l'Europe génocidaire, c'est-à-dire les différentes modifications d'une vieille histoire de haine raciale, le racisme. Voilà le premier mal, le mal essentiel. Évidemment, il va se développer selon des modalités différentes, que ce soit le racisme biologique, à travers une analyse totalement stupide des possibilités d'hérédité, relisons Zola. Et donc ce racisme biologique va être la matrice de la préservation de la race. Autre menace qui est dérivée quand même de cette notion de racisme, c'est le nationalisme des grands pays qui veulent étendre leur domaine. Troisième élément, une perception erronée de l'Afrique qui envisage qu'en Afrique, il ne pourrait y avoir que des ethnies. Donc ça, c'est le premier processus. La deuxième étape, je l'appellerai la culture du ressentiment. C'est sans doute l'étape essentielle. Un peuple, un État, a été blessé par une défaite. Il veut une revanche. Il y a un désastre politique, un désastre militaire, un désastre économique, mais cet État ne veut pas accepter qu'il soit lui-même le responsable de cette situation. Il veut une revanche et il veut un coupable. C'est la légende du coup de poignard dans le dos, comme on le reverra. Il veut un coupable, et ce coupable, il est justement issu de ce processus de racisme. Et à partir du moment où il a défini le coupable, il va développer une sorte de réflexion qui va s'enfler à travers les désastres économiques ou politiques pour faire que la haine va s'instituer contre un groupe humain. Donc c'est groupe contre groupe, groupe majoritaire qui veut un coupable et il le définit dans un groupe minoritaire. Mais ce groupe majoritaire qui est blessé n'a pas le pouvoir. Et quand il a le pouvoir, troisième étape, quand on est dans un État totalitaire qui possède à la fois la possibilité de museler l'opposition, de développer une propagande de haine et en même temps de procéder par voie juridique à différentes lois et différents décrets qui punissent évidemment ce groupe. Ce groupe est mis en dehors de la société. Et finalement, il est même considéré par le langage comme des objets, comme des bacilles, comme rien en fait. Et quand cette période s'achève, les possibilités de prévention d'un génocide sont finies, sont terminées. C'est là qu'il fallait agir, dans les 3 premières étapes. Parce que quand arrive la guerre, tout a changé. À la haine se substitue la peur. La guerre, c'est le renversement véritablement des colères et la possibilité de disposer du droit de tuer, non seulement pour les militaires, mais aussi pour les civils. C'est la peur qui s'installe, la peur de voir l'ennemi intérieur, à peine perceptible, de plus en plus dangereux, qu'il s'additionne à l'ennemi extérieur, qu'il collabore avec l'ennemi extérieur. C'est aussi la transformation, à travers cette haine et cette peur, de la menace. Le groupe que l'on a défini comme groupe menaçant le pouvoir de sa majorité en cas de guerre devient une menace vitale. Et l'on arrive à la transformation que l'on peut dire de
l'hubris à la némésis, la volonté de détruire ce groupe, car il s'agit maintenant d'une lutte à mort entre eux et nous. C'est la phase où le génocide devient possible, proche, et on ne peut pas l'interrompre. Car la dernière phase, celle qui passe donc de la menace à l'action, la décision du crime, survient en un temps très bref. On va passer à l'action. Qui passe à l'action? La décision est prise jamais par un seul homme, probablement par un petit groupe, et dans l'obscurité, on ne peut pas toujours, même aujourd'hui, identifier le moment exact de la décision du passage à l'acte. Par contre, on sait que cette décision implique la participation de tout l'État, de tous les rouages de l'État. C'est ce qu'on a pu appeler le crime de bureau. Mais c'est aussi le fait que l'on délivre enfin à un groupe qui ne veut que la mort d'assassiner le groupe victime, qui enfin en a le droit et en reçoit l'ordre. Et la population, qui a été longtemps manipulée par justement cette période de propagande, ou bien elle le désire, ou bien elle l'accepte, ou bien elle a peur, mais elle ne dit rien. Donc, il va y avoir passage au génocide. Eh bien, si l'on analyse les 3 génocides du XXe siècle dont j'ai parlé, on retrouve justement cette menace, cette nature, ces menaces différentes, et la possibilité que l'on aurait pu avoir d'éviter le génocide, ou en tout cas d'en dénoncer la menace de façon plus claire. Première étape, premier exemple, prenons, car c'est quand même l'exemple majeur, la destruction des Juifs d'Europe dans l'espace européen occupé par les nazis. À la base, le racisme biologique, j'en ai parlé. Mais ce racisme biologique est différent en Angleterre, en Allemagne, et en France et en Allemagne. En Allemagne, il est centré sur la dégénérescence de la race, sur la menace de dégénérescence de la race. Donc, ce racisme biologique est centré sur de fausses notions scientifiques. Il n'y a pas de race dans l'espèce humaine, ça on ne le savait pas, d'accord, mais enfin il faut quand même le dire et le redire, la race n'existe pas. Autre élément, l'hérédité. C'était le début des sciences de l'hérédité à travers une mauvaise interprétation d'une vérité scientifique indiscutable qui est le darwinisme, et dont on retire les éléments centraux que sont la lutte de l'espace vital et la lutte pour la vie. Et or, transformer cette notion qui est sur l'ensemble des espèces humaines à l'homme, c'est-à-dire c'est le travail que fait Galton sur les travaux de Darwin, c'est une faute scientifique énorme. Donc c'est nanti de cette faute que dans l'après-guerre, après que l'Allemagne ait perdu plus d'1 million d'hommes, qu'elle juge que le traité de Versailles l'a trahi, qu'elle adopte la légende du coup de poignard dans le dos sur lequel vont se développer les groupes d'extrême droite, et qu'à ce moment-là, on cherche le coupable. Et le coupable, c'est l'éternelle victime de la haine, le juif. Et donc, pendant cette période de l'Allemagne de Weimar, très progressivement, par étapes, à travers souvent des désastres économiques qui vont se répéter après la guerre et en 1929, cette haine du juif se construit dans les milieux d'extrême droite, et en particulier dans le Parti national-socialiste, qui se prépare à prendre le pouvoir avec déjà tout près ses organes de tueurs. Donc, quand le 31 janvier 1933, Hitler prend le pouvoir et que l'on n'a pas compris qu'il va le prendre pour le garder et développer justement ces mouvements de haine, l'Allemagne est soumise à un processus juridique de trahison, justement, comme les médecins et des juristes, qui vont multiplier dès 1933, dès 28 février 1933, un ensemble de lois qui vont progressivement exclure les Juifs et d'autres opposants d'ailleurs de la société allemande.
Et cela va très loin parce que la violence a eu lieu à certains épisodes, c'est vrai, en particulier en Autriche en 1938, mais la violence est réfrénée en fait au départ parce que ce que veulent les nazis, c'est véritablement contrôler l'exclusion des Juifs de la société, avec en particulier les lois de Nuremberg, avec différentes zones différents règlements qui empêchent les mariages, etc., etc. Donc progressivement, les Juifs allemands, puis ensuite les Juifs autrichiens, puis ensuite les Juifs tchèques, sont exclus de la société et transformés en bacilles, en virus, en stuc, en objets. Donc tout cela se fait en lumière. L'Europe le sait. L'Europe continue à collaborer avec les Allemands en différents points. Les protestations sont très modestes. Et d'ailleurs, l'accueil des réfugiés n'est pas très enthousiaste. On se souvient de la conférence d'Évian. Personne, sauf quelques privilégiés pour les États-Unis, quelques groupes d'enfants en Angleterre, ou même un groupe dans l'Afrique centrale, dans l'Amérique centrale, accepteront de prendre des Juifs. Mais dans l'ensemble, on les renvoie d'où ils viennent. Donc cette possibilité de prévention, on l'a manquée. Et quand le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne, que l'on rentre en guerre, immédiatement, on voit arriver les SS des Einsatzgruppen. On voit en Pologne les Juifs être persécutés, assassinés, pas toujours regroupés, mais assassinés souvent sur place et regroupés dans des ghettos. Et l'on se dit que quand même, il y a une menace, mais on ne fait pas grand-chose, parce que c'est la guerre, on ne peut plus rien faire. Et quand, en août 1941, le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'Union soviétique et que cette attaque est définie comme une lutte à mort, d'où sortira seulement un vainqueur et où l'autre périra, là, on commence déjà de donner l'ordre de tuer tous les commissaires politiques sous le prétexte, hommes ou femmes d'ailleurs, qu'ils sont juifs. Mais le génocide ne commence sans que l'on sache exactement qui en a donné l'ordre qu'à la fin juillet 1941 et jusqu'à avril 1945. Jusqu'au dernier moment de la chute de l'État nazi, il y a des hommes, on voit les lettres d'Himmler derrière, décider que c'est eux ou nous. Si on ne tue pas le dernier juif, l'Allemagne disparaîtra. Donc on est dans un délire absolument complet, dans l'irrationalité la plus totale, mais ce délire, on l'avait vu monter et on n'a rien fait, pas de prévention. Remontant plus en avant, dans l'histoire de l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, qui est un empire à la fois multiethnique et multiconfessionnel, certes, la religion musulmane prédomine et les chrétiens sont des dhimmis, c'est-à-dire des protégés qui peuvent exercer librement leur religion, mais demeurent évidemment de statut inférieur. Ça va bien quand l'Empire se développe, ça va beaucoup plus mal quand l'Empire commence sa chute, sa décadence. Et à ce moment-là, les Arméniens, qui sont dans tout le peuple, dans tout l'Empire, mais qui vivent en majorité dans les provinces orientales de l'Empire ottoman, demandent des réformes parce qu'ils n'en peuvent plus. Ces réformes, ils les demandent à l'Europe, puisque le sultan ne les accorde pas, ou les accorde peu et ils ne sont pas appliqués. Et quand un nouveau sultan, le sultan Abdulhamid, veut réprimer ces demandes, il massacre des Arméniens. En 1994, environ 200 000 personnes sont massacrées sur ordre à des moments précis. Ce n'est pas un génocide, mais c'est quand même une situation pré-génocidaire. L'Europe est au courant, l'Europe proteste, mais l'Europe ne va pas plus loin. Or, l'Empire ottoman est en train d'agoniser. Et à la fin du XIXe siècle, un mouvement nationaliste turc émerge. Ce mouvement nationaliste émerge surtout dans l'opposition en diaspora, aux côtés d'ailleurs des Arméniens, parce qu'initialement, ils se présentent comme voulant procéder à un ottomanisme,
c'est-à-dire à une égalité de tous les peuples à l'intérieur d'un empire nouveau. Mais à la mesure des défaites, l'ottomanisme va se transformer en turquisme. Le turquisme, c'est l'idéologie des jeunes Turcs qui vont prendre le pouvoir après la révolution de 1908, mais surtout après la révolution de 1913, au moment des guerres des Balkans, de la deuxième guerre des Balkans. À ce moment-là, en 1913, les jeunes Turcs dirigent la totalité de l'empire. Le sultan a été renversé et ils peuvent imposer leurs lois. On est à la deuxième guerre des Balkans et on sent que la première guerre mondiale va arriver, et les Arméniens sont alors en danger parce que les amitiés qu'il y avait jadis entre Arméniens et Turcs vont disparaître. Et quand survient la guerre mondiale, les persécutions commencent contre les Arméniens. Les soldats arméniens sont désarmés, remis, organisés en bataillons de travail qu'on éliminera plus tard. Mais l'Empire n'est pas encore entré en guerre. Il entrera en guerre à la fin, justement, en novembre 1914. Et à ce moment-là, les jeunes Turcs décident de commencer leur extension vers le sud du Caucase, c'est-à-dire vers les pays turcs. Et sur ce trajet, il y a justement les Arméniens. Les Arméniens deviennent donc un danger majeur. Et quand la défaite a lieu justement en Transcaucasie, quand la défaite se complète par un échec dans le canal de Suez, quand la flotte française et anglaise pénètre dans les Dardanelles, c'est la panique à Constantinople. Et à ce moment-là, les dirigeants, le comité central du Parti Union et Progrès, se réunit pour décider de l'attitude à avoir envers les Arméniens. Tout le monde est d'accord, il faut les déporter massivement. Parce que, en fin de compte, c'est l'obstacle sur la route de la Transcaucasie, sur la route du turquisme des pays turcs d'Asie. Mais cet obstacle, il n'est pas encore admis de le détruire totalement. Mais le groupe dur du comité Union et Progrès, il s'agit de quelques hommes, 5 hommes sur 10 à peu près, 6 hommes sur 10, qui vont décider non pas de déporter les Arméniens seulement, mais de les exterminer, parce que le climat est dans la défaite. Et s'il y a une défaite, il y aura un État arménien. Et si cet État arménien a lieu, il se trouvera entre la Turquie et la Russie. Et à ce moment-là, ce sera la fin des espoirs du turquisme. Donc, on décide d'exterminer la totalité des Arméniens et le génocide commence en avril, le 24 avril 1915 par la destruction des dirigeants turcs de Constantinople, des dirigeants arméniens dans la ville de Constantinople. Donc voilà une période pour les Arméniens, c'est un temps très court, mais il eût été possible d'arrêter ce massacre, ce génocide, si l'on avait compris que cette menace était aussi prégnante, aussi immédiate. Venons-en au troisième exemple, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda d'avril à juillet 1994. Là, on a péché. On a gravement péché parce que, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, 1 an avant, nous savions qu'il y aurait un génocide. Nous en étions persuadés, car tous les signes étaient là. On a vu pleurer à la télévision française un dirigeant d'un groupe de protection humanitaire. On a vu le dirigeant de l'ONU, envoyé par la mission de l'ONU, le général Dallaire, menacer de demander que l'on évite le génocide et que l'on fasse quelque chose. Or, l'enchaînement a été progressif. Pourquoi a-t-on tué les Tutsis du Rwanda? Pour une raison très simple, c'est que les premiers colons arrivés à la fin du XIXe siècle, les Pères blancs, les colons belges en particulier, ont vu que, comme partout en Afrique, il y avait des ethnies. Et ils n'ont pas compris la réalité de ce qu'était la royauté au Rwanda. Au Rwanda, il y avait un roi, il y avait différents statuts à l'intérieur de la royauté, avec une domination indiscutable des propriétaires, des éleveurs qui avaient des vaches. Et puis, il y avait une majorité
qui était celle des cultivateurs. C'était le même peuple, il n'y avait pas d'ethnie. Mais évidemment, il y avait des niveaux différents à l'intérieur du système royal. Et puis on pouvait devenir Hutu si l'on perdait sa vache, on pouvait devenir Tutsi si l'on avançait aussi dans la société. Quand les Belges ont vu cela, comme les Pères blancs, ils se sont dit qu'il y avait moyen de protéger la domination belge en donnant à un petit groupe le pouvoir de gérer le pays. Et quand la Belgique a eu, après la Première Guerre mondiale, un mandat B sur le Rwanda, eh bien, elle a confié à un groupe à l'intérieur de la minorité Tutsi le pouvoir de gérer ce pays en créant ce que l'on appelle une uchronie, c'est-à-dire une histoire imaginaire. Histoire imaginaire qui expliquait que jadis, un groupe d'éleveurs avec leurs troupeaux, on les appelait même les Juifs de l'Afrique, étaient venus au Rwanda dominer et asservir les Hutus. C'est une histoire qui a eu des conséquences dramatiques, puisque quand la perspective d'un État indépendant sur le Rwanda-Urundi, d'ailleurs c'était un seul mandat, s'est développée, une partie d'ailleurs des Flamands belges ont décidé de refavoriser les groupes Hutus, puisque c'était eux qui allaient avoir le pouvoir. Donc en 1959, quand il y a eu la première royauté Hutu, la première royauté qui est devenue d'ailleurs une république, il y a eu un renversement complet de situation. Les Hutus ont pris le pouvoir et ont commencé à persécuter, pour se venger de tout ce qu'ils avaient subi, soi-disant, les Tutsis. Cette première république a été renversée d'ailleurs par un autre coup d'État, parce qu'on n'avait pas aperçu non plus qu'au Rwanda, il y avait une autre division entre le Nord et le Sud. Donc le Nord reprend le pouvoir avec le président Habyarimana. Et dans cette persécution des Hutus, une grande partie sont partis à l'étranger, dans les pays voisins, et en particulier en Ouganda. Donc en Ouganda, se forme à travers différentes mutations des pouvoirs en Ouganda un groupe que l'on appelle le Front patriotique rwandais, qui le 1er octobre 1990 tente d'envahir le Rwanda pour établir un régime beaucoup plus équilibré. Et cette guerre, on se trouve donc dans une guerre civile, va déclencher justement des mouvements de violence de plus en plus grands de la part d'un certain nombre de Hutus. Et l'Europe va essayer, les alliés vont essayer de rétablir une sorte de parité entre les différents groupes. Et à Arusha, c'est-à-dire en Tanzanie, une réunion va expliquer qu'on peut avoir une république avec différents partis politiques et réintroduire en fin de compte le Front patriotique rwandais. Malheureusement, de ce front seraient exclus les groupes les plus radicaux des Hutus, c'est ce qu'on appelle le Hutu Power, qui, lui, décide de faire un coup d'État et surtout de reprendre le pouvoir en se centrant sur la haine des Tutsis. Un véritable flot de haine débordant dans ce que l'on appelait la radio des 1000 collines, parce qu'on avait distribué des milliers de radios, va déferler sur le Rwanda, de telle sorte que tout le monde sait, dans les milieux avertis, qu'il va y avoir un génocide. Et on ne fait rien. On ne fait rien, en particulier en France, parce qu'en France, on préserve le pouvoir en place dans la tradition politique vis-à-vis de l'Afrique. Donc le génocide va commencer brutalement à travers un événement probablement fabriqué, on n'a pas encore le résultat formel, mais probablement fabriqué, la destruction d'un avion où est le président Habyarimana qui revient d'Arusha justement, parce qu'il revient avec la possibilité de rétablir un État avec de nombreux partis,
Et à ce moment-là, le génocide éclate avec une violence extrême, puisque sur les 3 mois, dans les 3 semaines qui suivent, les 2/3 des victimes du génocide vont être tuées. Donc voilà, c'est un génocide que l'on aurait vraiment pu éviter si l'on avait compris, si l'on avait accepté de comprendre ce qu'était la vérité de ce pays. Pour en venir à cette conclusion, c'est qu'il y a une prévention possible du crime de génocide pourvu que l'on soit informé. Une prévention possible du crime de génocide pourvu que l'on soit informé, pourvu que l'on connaisse la réalité politique et que l'on veuille agir, que l'on accepte d'agir. Et malheureusement, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde, on n'est pas rassuré du tout. Voilà, je vous remercie.